Il y a notre grand frère Paul Baroken qui a fait une sortie. J'espère que beaucoup d'entre vous avez écouté sa sortie. Ou bien vous avez vu la sortie qu'il a faite sur Equinox TV, pour ne pas la citer. Il a dit que 70% des sportifs du monde du sport, donc c'est-à-dire 70% des sportifs étaient contre le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Il a donné la condition. Il a dit 70% sont contre Samuel Eto'o parce que Samuel Eto'o a l'opportunité d'aller parler avec le chef de l'État, mais il ne fait pas ce qu'il faut pour que la condition des sportifs change. Voilà plus ou moins ce qu'il a dit. Et il a dit 70% du monde sportif est contre Samuel Eto'o. La première question que j'ai envie de poser à mon grand frère, avec tout le respect parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, la première question que j'ai envie de poser, c'est où est-ce qu'il a pris son baromètre? Il s'est basé sur quoi pour faire cette analyse qui dit que 70% des sportifs sont contre Samuel Eto'o? Je pense que mon grand frère Paul Baroken, que je vais interpeller ici, je vais lui dire à mon grand frère une chose. Samuel Eto'o, c'est notre petit frère. Moi, c'est mon petit frère. Et c'est encore très très loin votre petit frère. Parce que vous êtes une génération 88, 86, 90. Donc à cette époque-là, Samuel, je pense que il n'est encore, imaginez même pas qu'on joue au football. Vous demandez à Samuel Eto'o, votre petit frère, qui est mon petit frère, et très loin votre petit frère, d'essayer de régler vos problèmes que vous, depuis 88, 90, 94, vous n'avez pas pu régler. Vous demandez à Samuel Eto'o de le faire parce que tout simplement, il a la possibilité d'aller près du président de la République. C'est vraiment triste parce que moi j'ai la chance que, j'ai dit toujours ça, je suis entré à l'équipe nationale du Cameroun à un moment où les deux générations, la génération 90, la génération 86, 88, 90 partaient. Moi je suis entré en 93, 94, avant la Coupe du Monde 94. Donc j'ai côtoyé des gens comme Makanaki, des gens comme Bouémi, des gens comme Omambi, des gens comme Roger Mila, Thomas Nkono. J'étais encore un gamin, j'étais 16 ans, 17 ans à l'époque. Je suis parti de là avec quelque chose qui est resté en moi toute la vie. C'est que votre génération, c'est la génération la plus individuelle qui existe. Excuse-moi mon grand frère Paul Baroken de te le dire. Votre génération, c'est la génération la plus individuelle. Je vais revenir quand je parlais de Koundé Emmanuel. Votre génération, qui est une génération des grands noms, des grandes personnalités, avec les Abegatofi, les Karam Michel, les Roger Mila, les Thomas Nkono, les Belges de Antoine Bell. Votre génération est la génération qui devait changer les choses au Cameroun. C'est la génération qui devait, aujourd'hui, quand on parle de fédération camerounaise de football, votre génération devait être la génération qui portait cette fédération depuis très longtemps. Mais ça ne vous a pas intéressé, parce que vous étiez toujours dans l'idée d'être seul, à faire des choses seul, individualiste. Ça, c'était votre génération. Quand on prend votre génération, citez-moi 3 anciens de votre génération qui savent tenir la main des autres pour amener vers l'excellence ou bien pour accompagner. Ça n'existe pas dans votre génération. Le seul peut-être qui essaie encore, c'est Mabon Kesak, à qui je tire un grand chapeau parce que je me souviens, moi, quand j'étais encore en Europe, quand j'étais en France, Mabon Kesak déjà, il me prenait la main, il me montrait comment on organise les matchs de foot, il me disait comment il faut rassembler les joueurs, il me disait ce qu'il faut faire pour les anciens joueurs. Mabon Kesak, il continue jusqu'au Dieu à le faire, à tenir la main. Je reviendrai encore quand je parlais de Koundé, pour vous dire ce que Mabon a fait pendant ces 3 dernières années avec Koundé Emmanuel. Mais votre génération, grand frère Paul Baroken, aujourd'hui tu demandes à ton petit frère, à mon petit frère Samuel Eto'o, de régler ce que vous n'avez pas pu régler. Ce n'est pas normal. Alors que vous avez l'ambassadeur itinérant. Oui, Roger Mila. Roger Mila, c'est l'ambassadeur itinérant. Roger Mila, c'est celui qui doit porter la cause des anciens footballeurs. C'est lui qui peut entreparler auprès du chef de l'État quand il veut, parce qu'il est ambassadeur itinérant. Il a un poste qui donne la possibilité d'aller poser vos problèmes, d'aller poser les problèmes des sportifs. Pourquoi demander ça à Samuel Eto'o? C'est pas possible. Samuel Eto'o, c'est le président de la Fédération camerounaise de football. Mais c'est un jeune, c'est quelqu'un qui vient d'arriver. Votre génération a eu ce qu'on appelle des grands noms. Mais vous avez toujours été individualiste. Jamais collectif, jamais ensemble. C'est même quand vous êtes dans le stade de football. En dehors du stade de football, vous n'étiez plus ensemble. La preuve, c'est que un monsieur comme Joseph Antoine Bell, il va concourir au poste de président de la Fédération camerounaise de football 3 fois. Votre génération ne l'accompagne pas. Parce que c'est une génération qui ne connaissait pas être ensemble. Donc, de grâce, ne demandez pas à notre petit frère, à votre petit frère Samuel Eto'o, d'essayer de faire ce que vous n'avez pas fait pendant 2 générations. C'est pas possible. Grand frère Paul Baroken, avec tout le respect, c'est pas possible. Samuel Eto'o, c'est notre petit frère. On doit le protéger, on doit l'accompagner, on doit permettre que le travail qu'il a commencé, qui est un travail immense, je peux vous dire, parce que je suis à côté, je vois. Le football camerounais était tellement bas, était dans le bas fond, qu'il est en train de le sortir Et aujourd'hui, on voit un peu, mais je peux vous permettre tout le travail qui a été fait en bas, tout ce qui était labouré pour que ça arrive là, qu'on voit un peu. C'est un travail titanique qu'il fait depuis. Et vous demandez qu'il aille près du chef de l'État pour parler de vous, les gens de 88, 86, 90, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas son travail. Même s'il le fait, je peux vous dire, et je vais vous le prouver en vous parlant de Koundé Emmanuel. J'ai tenu à commencer mon live en parlant de Paul Baroken parce que ce qu'il a dit en parlant de 70% du monde du sport. Alors que moi,
tous les gens que je rencontre, que ce soit les handballeurs, que ce soit les haltérophiles, que ce soit toutes les fédérations, tout ce que je rencontre, à part peut-être les volleyeurs qui ont M. Abouem, qui fait aussi un très bon travail, à part ces deux fédérations, je peux vous dire une chose, la plupart des fédérations aimeraient avoir un monsieur comme Samuel Eto'o, parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qui fait bouger les lignes, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait. C'est pour ça que la plupart des fédérations aimeraient l'avoir à la tête de leur fédération. Donc, je suis étonné que mon grand frère Paul Baoken dise que 70% du corps sportif n'aime pas Samuel Eto'o. C'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai, mon grand frère. Je tenais un peu à préciser parce que nous savons tous, moi surtout, parce que je le répète encore, j'ai la chance de jouer avec certains de votre génération 86-90. Et j'ai la chance d'avoir joué aussi à la génération Samuel Eto'o, ceux de 2000-2002. Je peux vous dire une chose. Quand je regarde ces deux générations, la vôtre est très très individualiste. La nôtre aussi un petit peu, mais moins que la vôtre. Moins que la vôtre. La vôtre, c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, je prouverai Mehdi en parlant de Koundé Emmanuel. Donc, j'ai tenu vraiment à ce que mon grand frère Paul Baoken, pour qui j'ai un respect, grand frère, ce n'est pas un manque de respect que de vous dire ça, parce que vous savez très bien que moi, mes grands frères, je les respecte beaucoup. Mais ce que vous dites, c'est pas possible, c'est pas vrai. Le corps sportif, le corps du sport au Cameroun, c'est un corps qui aimerait qu'il y ait 5, 6, 7, 8 présidents de fédération comme Samuel Eto'o, que ça bouge, que ça change. Parce que je peux vous dire, le football camerounais a beaucoup changé. Il y a que les gens de mauvaise foi qui peuvent dire le contraire. Et il y a encore 2 jours, j'étais au stade avec le président de la fédération. Et je peux vous dire, le son, apparemment, mais que le son dérange. Je vais un peu voir, je vais un peu mettre le volume. J'espère que ça serait bon. Désolé, hein, désolé. On a aussi un problème de réseau, donc ça m'écrit de temps en temps que la connexion elle est lente. Ça peut être aussi dû à ça. Désolé. Donc, je revenais à mon propos en disant que la génération, votre génération de 90, est une génération qui a failli à son devoir. Et croyez-moi, j'ai souvent dit à mes grands frères, et je profite de l'occasion, chaque fois que j'ai un live, je le dis, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Parce que si vous avez fait ce qu'il fallait à l'époque, le football camerounais n'était pas d'aujourd'hui. Non, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Donc mon grand frère, Paul Baoken, vraiment je suis désolé, et je pense que ton dit n'est pas vérité. Il y a quelque chose qui n'est pas vrai, ou bien tu aurais peut-être mieux expliqué. Dire que 70% du corps du sport au Cameroun n'aime pas Samuel Eto'o, c'est pas vrai. Là où il n'y a aucun baromètre qui peut calculer ça. Et des deux, je peux dire, parce que moi j'ai la chance, peut-être un peu de lui et en côtoyant un peu des autres fédérations, combien nombreux d'entre elles aimeraient avoir un président comme Samuel Eto'o. Donc je peux fermer la parenthèse pour Baoken, mon grand frère, pour qui j'ai un grand respect et à qui j'envoie mes amitiés et je souhaite une très belle fête de l'unité. Maintenant, j'ai envie de parler de Manuel Koundé. Koundé Emmanuel. Je pense que pour beaucoup de ma génération, comme pour beaucoup de la génération d'après, la génération qui est venue après moi, très peu connaissent qui est Emmanuel Koundé. Sauf si tu es quelqu'un qui est passionné par le football. Et je peux vous dire une chose, il y a beaucoup de footballeurs camerounais qui ne sont pas passionnés de football, qui ne connaissent pas l'histoire du football camerounais. Il y a très peu de footballeurs camerounais qui connaissent l'histoire du football camerounais. Moi-même, je pense que sur une échelle de 1 à 10, je connais le football camerounais, je pense que je suis à 6. Pour vous dire que j'ai encore beaucoup à apprendre sur le football camerounais. Et je peux vous dire, en étant à 6, je connais pas mal. Il y a des gens qui sont à 2, qui connaissent rien du football camerounais. Quand vous posez la question de qui est Abega Toufik, qui est Koundé Emmanuel, qui est John Kep, ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas vous parler de ces gens. Parce que c'est des gens qui jouent au football pour jouer au football. Nous, on a eu la chance, moi surtout, je dis toujours, je viens d'une génération qui est celle qui a pris le relais de 90. Je peux vous dire une chose. À Clairefontaine, quand j'ai côtoyé ces gigantesques footballeurs, les Thomas Kono, Makalaki, Silembo, Emile, je peux vous dire, ils nous ont transmis quelque chose. Ils nous ont donné le pouvoir, mais de la plus belle des manières. Parce qu'un mois avec la Clairefontaine, j'ai appris tellement dans le football. J'ai appris à respecter le maillot des Lions indomptables. J'ai appris à donner le 90% de mon temps pour mon équipe nationale. Et je peux vous dire, c'était des gens qui étaient passionnés. Donc, en vous parlant d'Emmanuel Koundé aujourd'hui, je vais vous parler d'Emmanuel Koundé avec la larme aux yeux. Avec la larme aux yeux, pourquoi? Parce que ces 3 dernières années, depuis que le président de la fédération, Samuel Eto'o, est là, je peux vous dire, Emmanuel Koundé était constamment avec la fédération, il était constamment avec nous. Et je voulais parler de Mabouan Kessa. Mabouan Kessa faisait un travail énorme avec Emmanuel Koundé. Mabouan Kessa ne peut passer une semaine, 10 jours, sans aller chez lui, sans lui aller le chercher, l'amener au stade, l'inviter à les tournois. Je peux vous dire une chose, c'était quelque chose, quand il arrivait et que nous on voyait notre grand frère Koundé Emmanuel, je peux vous dire, vous savez que c'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. C'est quelqu'un qui ne parlait même pas, c'est quelqu'un qui écoutait beaucoup. Il était un rassembleur. Il disait un mot, vous allez parler 1 heure, il va dire un autre mot. C'était ce genre de personnage. Mais c'était quelqu'un de tellement rassembleur, d'un amour que je ne peux pas vous expliquer. Et dans ces 3 dernières années, lancement de championnat à Mélon, je l'ai pris par les mains, par la main, je l'ai amené à Mélon. Je peux vous dire quel bonheur que c'était quand le président de la fédération Samuel Eto'o l'a vu assis comme ça à la tribune. Et ça, je peux vous dire, je suis pas allé le chercher parce que j'ai seulement voulu le chercher, parce que le président de la fédération a demandé qu'il faut qu'il y ait des anciens footballeurs. Il a toujours dit qu'il faut qu'il y ait des anciens footballeurs dans les stades. Il faut que les anciens footballeurs viennent accompagner la jeunesse. Et la même chose qu'il dit pour l'équipe nationale du Cameroun. Donc, la génération 90, je peux vous dire une chose. Un monsieur comme
Koundé Emmanuel, c'est un monsieur qu'on devait ériger un monument au Cameroun. Très peu de personnes connaissent ce monsieur. On l'appelait la muraille des Chines. La muraille des Chines. Pour passer ce mec, il fallait être un génie. Il connaissait tirer les coups francs, les pénaltys. Il connaissait le placement, l'aspect technique. Il était fort en tout. Il marquait des buts. Rare pour un milieu défensif. Rare pour un défenseur, même parce que parfois il jouait libéraux. J'ai lu beaucoup. La vidéo du président de la fédération, Samuel Eto'o, qui est allé à son chevet. D'abord, avant lui, le jour de son décès, nous sommes partis. Lucien Métomor, Mabouan Kessac et pas mal d'autres personnes pour la fédération. Nous sommes partis au domicile. Et je peux vous dire une chose. C'était pas évident. C'était pas évident. Parce que quand vous regardez le monument qui est Koundé Emmanuel et que vous voyez les conditions dans lesquelles il vivait et qu'il n'en parlait jamais, vous dites à ces messieurs, chapeau, chapeau. Et on a mené son corps à la morgue. On a déposé son corps à la morgue à l'hôpital central avec sa famille, avec ses fils, avec ses enfants, avec son épouse, avec tout son quartier, tout ce qui était proche de lui. Je peux vous dire l'émotion qu'il y avait. Le voir coucher comme ça, comme s'il dormait. C'était quelque chose pour quelqu'un qui l'a vu une semaine avant, parce que je peux vous dire, je l'ai vu une semaine avant, on a joué aux installations à Odia, au centre technique d'Odia. Il est venu, après le match de foot, on a pris le bouillon, il est assis avec nous, on a échangé avec lui. Une semaine plus tard, il décède. Je peux vous dire que le voir coucher comme ça, il y avait tellement d'émotions en moi, en beaucoup d'autres. Parce que ce grand frère, on l'aimait d'un amour qui n'y a pas entre les footballeurs. Mais on l'aimait d'un amour tellement sincère parce que c'est quelqu'un qui était tellement gentil, tellement simple, tellement aimable avec tout le monde. Et on le voit coucher comme ça, il dit que l'homme, c'est comme ça que l'homme va finir, c'est difficile. Mais c'est un fait. Et c'est pour ça que je tenais à vous parler de cette condition des anciens footballeurs. J'ai d'abord parlé de mon frère Paul Baroken en vous disant que la génération 90, c'est une génération, je vous ai dit, très individualiste. La preuve, regardez Koundé. Combien des anciens footballeurs de sa génération allaient chez lui? Combien? Combien des anciens footballeurs de la génération 90, vous les voyez ensemble, ils marchent ensemble? Combien? Ils sont trop individualistes. Je vous ai parlé de Mabouan Kessac. Mabouan Kessac, mon grand frère, à qui je tiens un chapeau, parce que je suis avec lui à la fédération tous les jours au bureau, je vois ce qu'il fait, je vois comment il s'est battu pour les anciens footballeurs. Il me dit, Bernard, il y a tel qui est à tel endroit, il y a Ndiasso qui est là-bas, il y a tel qui est là-bas, il faut qu'on aille rendre visite. Il parle de tous ces anciens. Alors Koundé, c'était pour lui alors sa personne. Koundé, c'était la personne. Koundé a dit à son épouse il y a quelques jours que, maman, fais-moi mon plat préféré, je viens manger. Koundé a dit ça à l'épouse de Mabouan Kessac, parce qu'ils avaient cette relation. Mabouan ne le lâchait pas. Mabouan allait le chercher tout le temps. Mabouan l'a mené au stade. Mabouan l'a mené à la fédération. Il venait voir le président. Tout ce qu'il voulait. Le président disait, il ne doit pas manquer quoi que ce soit. Mais tellement il était quelqu'un de fier qu'il ne pouvait pas dire que j'ai tel problème. C'était rare. C'était très rare. Mais quand on savait, on pouvait l'accompagner, on l'accompagnait. C'est pour ça que vous avez vu le président de la fédération, il s'est déplacé jusqu'à la maison parce qu'il avait un respect pour ce monsieur. Il avait un respect pour son grand frère Koundé Emmanuel. Je vous dis, alors désolé, hein, excusez-moi, c'est la connexion elle est un peu chiante. Donc je reviens à ce que je disais. Je disais que le président Samuel Eto'o, il avait un respect énorme pour Koundé Emmanuel. Parce que Koundé Emmanuel, c'est comme un papa. C'est quelqu'un qui donnait des bons conseils. Donc, quand vous avez vu qu'il allait jusqu'à chez lui, c'est pour ça. Parce que, au-delà de Koundé Emmanuel, le président de la fédération, il a un leitmotiv, c'est que tous les anciens footballeurs soient devant la vitrine. Là, que les gens se souviennent d'eux, que les gens leur rendent ce qu'ils ont donné aux gens. C'est pour ça que, quand il a dit la fédération aujourd'hui appartient au football, les gens pensaient qu'on parlait que des gens qui jouent au football. C'est autre chose. C'est même des journalistes qui sont passionnés du football. C'est ça. Donc des gens comme Koundé Emmanuel, nos grands frères, cette génération 90, il est dans la main tous les jours, je peux vous dire. Regardez aujourd'hui, pour vous prouver à quel point ce que je dis. Le président de la fédération comme les football. Regardez le nombre de anciens footballeurs qui sont aujourd'hui à la fédération. Regardez. Je vais vous citer quelques-uns. Il y a presque 15 ou 20 anciens footballeurs à la fédération. Les gens ne savent pas. Mabouan Kessac, Lucien Métomor, Bernard Touton, Benoît Angwa avant qu'il ne parte, Timothée Atouba, Nicolas Noudi, Guy Fetchiné, il y a plein, je peux citer encore. Michel Kaham, la génération 90. Il y a entre 15 et 20 anciens footballeurs qui sont à la fédération 90, un peu dans les démembrements un peu partout. Que ce soit la Ligue, que ce soit la fédération, que ce soit la Ligue de football jeune. Je vous dis, il y en a tellement. Le président de la fédération, c'est ce qu'il veut. Que les anciens footballeurs se retrouvent et portent cette fédération pour donner à cette jeune génération ce que nous, on n'a pas eu. C'est pour ça que, vous voyez, on se bat souvent pour dire que quand on va au stade aujourd'hui, on est fiers de regarder une équipe comme Colombe joue, d'autres jouent comme Canon. Quel match passionnant. Quel match passionnant. Tout ça, c'est un travail qui est fait depuis des mois et des années. Ça fait 3 ans que ce travail est labouré. Aujourd'hui, on commence à voir les prémices. On commence à voir des bonnes conditions. Les joueurs même vous disent qu'aujourd'hui, on commence à sentir que quelque chose change. Ça n'a pas été facile. Mais croyez-moi. Donc, mon grand frère Koundé Emmanuel qui est parti aujourd'hui,
Bien sûr que Koundé, il a eu son logement de 90 comme tous les autres, comme toute la génération 90. Et je ne peux pas vous dire ce qu'il a fait de son logement social de 90. Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas si j'aurais dû poser la question à mon grand frère Mabon ça parce que lui doit savoir. Je ne sais pas si il l'a encore, s'il l'a mis en location ou pas. Je ne sais pas. Parce que certains l'ont fait, certains ont mis en location et ils vivent ailleurs. Donc je ne sais pas si, je ne peux pas vous dire par rapport à son logement, mais je pense qu'il a eu le logement 90 comme tous les autres. Parce que tous ceux de la génération 90 ont eu. Ceux qui ne sont plus là, ceux qui sont décédés, comme peut-être Tato, c'est sa fille qui a pris le logement. Donc, et ça, c'est le travail de Mabon ça. Je peux vous dire. Et c'est pour ça que je tire un chapeau à mon grand frère Mabon parce que et c'est là où je dis le président a compris. Il a mis un poste où il est celui qui est chargé de coordonner, qui est chargé d'aller chercher ses anciens. Et je peux vous dire, il a cet amour d'aller chercher les anciens très loin, même cachés. Je peux vous dire, quand il vous dit qu'il y a un tel garçon à tel village, à Bafia, à n'importe où, il se déplace, on va rendre visite. Et c'est un travail qui est fait parce que cette génération n'a pas fait ce travail. Aujourd'hui, notre génération, on a la chance que le leader de notre génération, deux générations confondues, la mienne comme celle qui est arrivée après 98, 99, donc la génération du président Samuel Eto'o. Ces deux générations aujourd'hui, c'est lui qui porte les générations, c'est Samuel Eto'o qui porte ces deux générations. Parlons vrai. Ceux qui sont d'accord ou pas d'accord avec lui, ils le savaient très bien. Je ne connais pas, même ceux des 90, je peux vous dire, même ceux des 90 qui ont des problèmes, ils s'étendent la main. Ils savent que s'il est au courant, il va les accompagner. Mais certains demandent qu'il fasse plus. Je vais bien. Mais je vous dis une chose. Un monsieur comme Koundé Emmanuel, ok, Jean Clopin, je te prends dans une minute. Un monsieur comme Koundé Emmanuel ne devrait pas dans ces conditions. Un monsieur comme Roger Mila, un gars qui est ambassadeur itinérant, il devait porter la cause. Ok, j'accepte Clopin. Je t'ajoute. J'espère que ça va prendre. Donc je disais qu'un monsieur comme c'est pas pour la Fédération camerounaise de football, ça mérite de le faire. C'est plutôt un monsieur comme Roger Mila qui est ambassadeur itinérant. C'est lui qui doit porter la cause de ces générations 90. C'est lui, et même de ma génération, de tous les footballeurs camerounais, c'est lui qui doit être ambassadeur itinérant. Ça, c'est son job. Crépin, bonsoir mon ami Crépin, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Je vais bien. Moi, je te vois pas. Ça va, moi je t'entends très très bien, j'espère que tu t'entends. Moi je te vois pas, je sais pas si c'est normal, je te vois pas. Moi je me vois, donc je sais pas si c'est. Moi je ne me vois pas. Moi je ne me vois pas, mais le truc est juste bloqué, je sais pas. Ah bon? Tu vois, je ne sais pas. Peut-être parce que moi je ne sais pas comment. C'est la première fois, donc je ne sais pas comment on prend. Je sais que je t'ai pris en live, mais je ne sais pas s'il y a une manipulation qu'il faut faire après. Ça, je Non, sais non, pas. il n'y a pas de Je vois juste que. il n'y a pas de manipulation à faire. Écoute, supprime-moi, je vais descendre, je vais te renvoyer l'invitation. D'accord, c'est fait. Supprimer, passer à spectateur. Ok. Supprimer, ok. D'accord. Ok, renvoie à l'invitation. Donc, comme je vous disais, le décès de Manuel Koundé est une figure qui doit nous interpeller tous les footballeurs camerounais. Je dis bien tous les footballeurs, toutes les générations confondues. Et j'aime à le dire, j'aime à le répéter. J'ai eu la chance de jouer avec la génération 90. J'ai eu la chance de jouer avec la génération 2000. Je peux vous dire, j'ai vu passer les footballeurs avec la nation du Cameroun. Aujourd'hui, que je suis assis, avoir la chance d'être proche du président de la fédération et ce combat avec lui, et de donner au football Cameroun toute sa grandeur. Certaines personnes ne peuvent pas. Sauf ceux qui sont dans le football depuis, et qui aiment le football depuis longtemps, ils savent le travail énorme qu'il y avait à faire. Beaucoup m'avaient dit, Bernard, ton petit frère, ça aura du mal parce que les problèmes du football sont ancrés. C'est en dehors du football. Et c'est vrai. Et c'est vrai, je peux vous dire. C'est du football, il y a longtemps qu'on a rêvé. Et c'est qu'en dehors du football, président de club, des journalistes qui étaient de notre régime, qui touchaient de l'argent à la fédération, qui aujourd'hui étudient la fédération, qui vous montrent des fausses informations, qui capturent la fédération tous les jours, ils le font à dessein. Je peux vous dire, ce travail est énorme, le travail qui mène. Donc, au-delà des faits qu'on doit encourager, on doit accompagner, j'ai dit à mes grands frères de la génération 90, s'il vous plaît, ne restez pas dans l'anonymat, ne restez pas cachés chez vous. On ne peut pas tous se rappeler de vous, on ne peut pas tous venir vous chercher. N'hésitez pas à venir à la fédération. La fédération est ouverte pour vous. La fédération est ouverte pour vous. N'hésitez pas. Venez à la fédération. Même si on n'est pas au courant de vous, vous pouvez avoir le numéro de téléphone. Vous venez à la fédération. Quand le régime nous dit, viens nous dire, monsieur tout le temps, il y a tel ancien footballeur qui veut vous voir. Nous, on descend. Monsieur Mabon ne parle, moi je vous reçois. Ou bien je vous fais discuter avec monsieur Mabon qui est chargé de ça. Ne restez pas dans l'anonymat parce qu'on ne sait pas où vous êtes. Beaucoup d'entre vous, on a perdu le fil parce qu'on ne sait pas où vous êtes. Vous n'êtes pas comme peut-être moi, ma génération, où on peut faire des lives sur Facebook et les gens savent un peu où nous sommes, peuvent nous écrire sur nos pages. Souvent, vous n'avez même pas de page Instagram ou Facebook. Donc, c'est difficile de vous trouver. Donc, ici, mon appel, c'est aussi aux enfants de ces anciennes gloires, aux anciens footballeurs. Si vous êtes en contact, si vous avez la possibilité, envoyez-nous des messages. Dites-nous que votre papa est là, votre papa c'est tel. Et nous, on va faire le reste. On va peut-être revenir vers lui, prendre des nouvelles de lui et essayer de faire en sorte qu'on le retrouve et qu'on redonne à nos grands frères ce qu'ils nous ont donné. Parce
au-delà de tout ça, si on travaille pour la nouvelle génération, c'est parce que d'abord, nos grands-parents donnent la possibilité de jouer au football. Crépin, je te prends encore en plus. Accepter, ajouter. Ok, donc j'espère que. Mon cher ami, tu vas me poser. C'est Ikoul qui me pose la question. Ikoul me pose la question de savoir pourquoi la fédération ne paye pas les arbitres. Ikoul, tu sais très bien que la fédération paye les arbitres. Il y a une génération, je vais t'expliquer en deux, trois mots. Jean Crépin, moi là, je te vois toujours pas. Je réponds à Ikoul. Les arbitres sont payés. Il y a une génération d'arbitres. Il y a une génération d'arbitres, cette génération que tu connais, la génération qui travaille depuis 30 ans, ils sont tous en retraite, et cette génération qui essaie de mener un combat qui n'est pas celui de cette génération. Cette génération. Mais est-ce que, Bernard, est-ce que tu as besoin de répondre à Ikoul qui vient te détourner de ton sujet qui est d'ailleurs très important, parce que c'est très important. Par rapport à ce qui s'est passé, tu n'as même pas besoin de répondre à cette question. Parce que je sais bien qu'il un petit que j'aime bien, et que je sais qu'il va me provoquer, mais pour dire simplement que le combat que les arbitres mènent aujourd'hui, c'est un combat dépassé. Cette génération a dépassé. La nouvelle génération, elle est là pour travailler, elle travaille très bien, on voit ça tous les week-ends. Et tu sais très bien que le problème n'est pas là. Et tu sais très très bien le problème. Et c'est pour ça que je te dis souvent, mon petit frère, écoute, que au-delà de tout, on peut ne pas être d'accord, mais quand c'est un sujet qui peut rassembler, il faut dire la vérité. Tu connais la vérité. De classe parfois, dis la vérité, ça peut aussi te faire du bien. Crépin, je te vois toujours pas, mais vas-y alors maintenant. Okay. Participation en cours. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais je voulais juste placer deux mots. En tout cas, merci à Ikoul comme il a posé sa question, mais bon, ce n'est pas l'ordre du jour. Et je te remercie, Bernard, parce que ce live est tellement édifiant. Beaucoup de personnes m'ont posé d'ailleurs la question pourquoi Emmanuel Koundé était aussi dans un quartier délabré, dans une maison complètement abandonnée. Et heureusement que tu as rétabli la vérité, parce qu'effectivement, Emmanuel Koundé a obtenu aussi son logement en des années 90, dans les anciens des 90. Et je me rappelle bien que Pelé me disait que son appartement n'était même pas loin de l'appartement de Tato et de son appartement, lui, parce qu'ils sont tous au même endroit, quoi. Et leur maison n'était pas trop voilà. Ça, c'est la chose qu'il faut retenir. Mais de l'autre côté, il faut que les Camerounais puissent comprendre une chose. Quand on demande aujourd'hui, parce que quand on pose la question, est-ce que ces joueurs n'avaient pas la rotation hier? Quand on demande donc au président de club aujourd'hui de payer des joueurs, il ne paye pas des joueurs. Et les joueurs finissent dans des situations de précarité. Quand on demande aux joueurs de préparer leur retraite, on n'est pas dedans. La situation de Manuel Koundé, qui d'ailleurs a joué à l'époque où il n'y avait pas de grands contrats, mais ils ont eu la chance qu'après, ils ont eu cette maison de 90, ils n'ont pas eu de grands contrats. Par contre, la nouvelle génération, qui signe quand même des contrats faramineux, parce que même à ton époque, je ne pense pas qu'il y avait il y avait déjà ces grands contrats comme aujourd'hui. Pas du tout. Voilà, la nouvelle génération signe de très grands contrats, mais malheureusement, beaucoup finissent toujours dans des situations compliquées parce qu'ils achètent de grosses voitures, ils dépensent énormément. Et de l'autre côté, pour ceux qui n'arrivent pas à sortir du Cameroun, qui jouent dans le football camerounais, et les présidents de club ne payent pas, on les utilise. Quand le président de l'Africa Foot, aujourd'hui, M. Samuel Eto'o, demande au président, exige que les joueurs puissent avoir une retraite, que les joueurs puissent être assurés avoir la sécurité sociale, à la CNPS, que les joueurs puissent avoir ceci, qu'ils puissent avoir un plan de reconversion des joueurs pour ne plus vivre cette situation. Beaucoup de personnes pensent qu'il est dans un rêve, il exagère, mais la situation de Manuel Koundé nous interpelle. En tout cas, moi, je te remercie énormément pour faire appel à tes anciens coéquipiers parce que il faut avoir le courage d'appeler tes anciens coéquipiers, de dire venez, profitons encore quand c'est le président, quand c'est un ancien footballeur qui dirige encore l'Africa Foot et qui est là, vous pouvez vous entendre dans une association d'ailleurs que je sais que Pelé, tu as bien mentionné ça tout à l'heure, que Pelé est chargé de regrouper ses anciens footballeurs, mais beaucoup ne veulent pas se retrouver donc dans cette maison. Et après, on a juste des mauvaises nouvelles et des situations comme ça ne donne pas une image positive des gloires, des légendes comme ça, comme Emmanuel Koundé, de voir là où il vit, même s'il y avait une maison que le chef de l'État, les gens de 90, le chef de l'État a donné, mais cette situation n'est pas intéressante. Et je vais terminer pour dire quoi? Cet appel à tous tes collègues est bienvenu. Sensibilisez tous vos collègues, parlez d'une même voix, entendez-vous, et je pense que vous avez cette chance d'avoir un ancien footballeur qui dirige l'Africa Foot aujourd'hui, parce que demain, s'il y a une personne comme moi qui arrive à la tête de l'Africa Foot, je n'aurai pas le même regard qu'un footballeur. Donc, je n'aurai pas le même regard qu'un footballeur, parce que je vais vous dire, vous avez eu un footballeur là qui dirigeait, qui avait le même regard, vous avez fait le même métier, vous entendez, malheureusement, au lieu de vous entendre, vous êtes séparés, entendez-vous,
accompagner Emmanuel Koundé comme il se doit, c'est une légende, mais de l'autre côté, après ça, faites la paix entre vous, et je pense que ce sera très important pour la génération future, ou bien cette génération qui gagne beaucoup d'argent, mais qui à la fin, on se retrouve qui n'ont rien, ils n'ont pas économisé, ou bien ils ont fait des investissements qui n'en valent pas la peine. Merci beaucoup, Crépin, merci beaucoup. Ton dit est parfait parce que je pense que le problème de cette génération, je vais te dire, c'est pas comme la nôtre. Notre génération, on avait un problème, c'est que ceux des 90 ne nous tendaient pas la main. Je peux te dire, moi qui suis entré en 94, 93, avant l'accouchement 94, qui était à Clairefontaine avec eux, il y avait quelques personnes, Thomas Nkono, Mbouemi, Makanaki, qui étaient là, Oman Big avec Son ou avec quelques personnes, qui étaient là, qui tendaient. Mais la grande majorité ne tendaient pas la main aux footballeurs. Ils s'en fichaient de notre génération. Non, ils jouaient, ils étaient là. Même notre génération, on a beaucoup de gens parce que moi qui suis en 94 avec Son, avec d'autres, on a joué beaucoup qui sont encore en activité ou bien qui sont entrés très jeunes dans notre génération. Donc ils nous connaissent plus ou moins. Nous, on a fait nos erreurs. Et ils ont vu nos erreurs. Et j'espère qu'ils ne vont pas faire les mêmes erreurs. Mais au-delà de ça, c'est que nous, on les tend la main. Nous, on dit, on est là. On peut vous conseiller parce que il n'y a pas mieux qu'un ancien footballeur pour conseiller parce que lui, il a fait des erreurs. Lui, il a fait des choses qu'il ne fallait pas. Et il sait comment faire pour ne pas faire des erreurs. Mais ils ont le choix. Ils peuvent accepter la main tendue comme ils ne peuvent pas ne pas accepter. Tu as dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont tellement des salaires qui sont tellement énormes qu'ils n'ont pas peut-être besoin des conseils. Je peux te dire, on connaît des gens qui ont gagné tellement d'argent mais qui ont tout perdu parce qu'ils ont fait de mauvais placements. Moi, j'ai été victime de mauvais placements. J'ai été victime de mauvais placements à mon époque. J'ai fait confiance à un agent de jour quand je jouais en Hollande qui a acheté des appartements que moi j'ai mis mon argent, mais j'ai jamais eu des appartements parce que j'ai fait confiance. Il allait mettre à son nom. C'est comme pour te dire, c'est quelque chose de tellement banal que j'ai Bernard, tu as mis le doigt sur un point. Il faudrait expliquer ça aux Camerounais. Parce que beaucoup de Camerounais ne savent pas que tu as beaucoup investi, mais tu as investi, tu joues au football, tu ne savais pas que tu avais un agent malheureux, malhonnête, qui a bousillé tout ton héritage. Et donc, c'est un conseil aussi aux autres qui arrivent. C'est pour ça que nous dit à nos petits frères, nous sommes là. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un président de la fédération qui nous a donné la possibilité d'être près d'eux. On le dit tous les jours, nous sommes là. N'hésitez pas. Mais on ne va pas le faire gratuitement parce qu'on doit aussi être rémunéré. C'est un travail. Quand on part chercher un Européen qui vient nous conseiller, il vous conseille sur quelle base? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué où? Il a fait quoi? Parce que seulement il vous parle bien, parce qu'il est blanc. Nous avons vécu des situations qui font en sorte qu'on est prompt à vous dire ça non, ça non, ça non. Investis plutôt ici, là-bas. Investis au Cameroun, investis là-bas. Parce que là-bas, tu peux perdre. Comme moi, comme c'est perdu. Donc, c'est ça qu'on essaie d'amener à comprendre. Très peu commencent un peu à comprendre, mais ils hésitent encore. On espère du fond du cœur qu'un jour, ils vont se dire voilà, c'est bon, on a compris, on peut faire avec nos frères. Moi, je te promets, Crépin, on se bat pour ça. Mais pour revenir à la génération 90, pour revenir à Emmanuel Koundé, parce que c'est notre sujet, c'est vraiment dommage parce que je pense que notre pays, qui est un pays de football, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Les gens disent souvent que le football ne construit pas un pays, c'est vrai, mais le football apporte tellement dans l'aspect social au Cameroun. Parce que quand tu regardes les conflits que le football a pu éviter au Cameroun, sont énormes. Donc, par rapport à ça... J'ai une question. On va toujours dire que je fais la polémique, mais j'ai une question que je vais te poser. Est-ce que le ministre des Sports était rendre visite aux parents à la famille, à la femme, aux enfants d'Emmanuel Koundé? Bien sûr que non. Ça se saurait, bien sûr, ça se saurait. Et bon, mon jeune petit frère, il peut te dire, mais si c'est bien que c'est pas vrai, s'il était parti, il l'aurait accompagné, ça c'est sûr. Non, il n'y était pas. Je pense qu'il va peut-être aller. Tu sais, non, mais pourquoi ça dit, vous aimez trop masquer des choses au Cameroun. Quand il s'agit de faire la bataille autour de l'équipe nationale, quand il s'agit de confisquer des choses autour de l'équipe nationale, nous avons le gouvernement, nous avons le ministre des Sports qui organise toute autre chose. Maintenant, il y a quand même une légende. Je dis bien une légende. Emmanuel Koundé, qui, ça dit, c'est une génération. Ce sont nos papas. Ils nous ont fait rêver en 90. Ils ont amené le Cameroun là où le Cameroun est. Si on a peut-être des ministères des Sports aussi puissants aujourd'hui, ces gens, cette génération fait partie des générations qui ont donné aussi le pouvoir. Parce qu'il y a dans certains pays où le ministère des Sports n'a même pas de pouvoir parce qu'il n'a même pas d'activité. Mais parce qu'il y a ces footballeurs, parce que quand les sportifs travaillent, quand les sportifs ont des compétitions, quand les sportifs évoluent, dans un pays aussi, ça donne le pouvoir à un ministère des Sports. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, au Cameroun, on a un ministre des Sports qui s'occupe juste de cette génération, qui se bat avec l'Africa Foot pour contrôler quoi. Mais quand il y a malheur, quand il y a douleur, on ne voit pas notre, en tout cas, moi je reste sur le sport, notre ministre des Sports aller rendre, dans tous les pays, ça se passe. Mais pourquoi notre ministre des Sports reste silencieux? Il ne fait pas le déplacement. On a vu le président de l'Africa Foot faire le déplacement sur le terrain. Donc, notre ministre des Sports, il est ministre des Sports pour attendre seulement le match de 6 juin et de 9 juin pour que les palabres commencent au niveau de l'Africa Foot. Donc, même dans la douleur, vous ne pouvez pas être solidaire, l'Africa Foot, ministère des Sports, pour
travailler, on attend l'autorisation du chef de l'État pour dire que bon, le chef de l'État a demandé à son ministre des Sports d'aller donner une médaille ou à titre posthume à Emmanuel Koundé. Mais là, la famille, c'est le moment où, surtout quand des événements comme ça, c'est le moment où le gouvernement, la fédération, tout le monde est solidaire, se déplace pour soutenir la famille. C'est aussi ça, récompenser une légende. Donc si vous traitez un monsieur comme Emmanuel Koundé de cette façon, vous êtes sûr que le jour où moi-même je vais tomber, mais vous allez me jeter dans un caniveau. Donc, on ne traite même pas des personnes qui ont vendu des meilleurs ambassadeurs, qui ont vendu le pays du point de vue marketing à l'international, ne sont pas valorisés à leur juste valeur. Vous trouvez ça normal et on ne doit pas parler? Il y a un de nos confrères camerounais qui dit laissez-moi Ed Ouado qui dit que le ministère des Sports n'a même pas fait un communiqué dessus, c'est pour te dire. Même pas un communiqué. C'était l'Afrique on allait dire que l'Afrique n'a pas fait de communiqué. Ça veut dire qu'on allait dire que n'a pas parlé. Et donc, c'est tout au Cameroun, c'est Eto'o. Si c'était on allait dire que Eto'o n'a pas parlé, Eto'o n'a pas fait ceci, Eto'o n'a pas fait cela, Eto'o. Mais quand le ministre dit, bon, mon frère c'est cool. Il n'a pas vu ça pour parler, pour demander pourquoi le ministère des Sports n'a pas communiqué pour saluer la mémoire d'une légende. Certaines personnes te disent que le président de l'Afrique est parti, il ne fallait pas qu'on ne voit pas l'état de la maison. Moi, j'ai dit aux gens depuis qu'on a le conflit, qu'il y a eu le conflit avec le ministère des Sports, j'ai dit aux gens depuis, essayez un peu de regarder l'histoire. Et l'histoire ne trompe pas. L'histoire a été tuée, mais c'est l'histoire. Depuis le départ, le président de la Fédération camerounaise de football, tous les jours, il vous met face à votre miroir dans chaque situation, avec le ministre des Sports. Convention contre décret. Il vous met face à vos responsabilités. Certaines personnes nous ont fait croire que la convention au-dessus du décret. On s'est battu pour dire que ce n'est pas possible. Mais certaines personnes nous ont fait croire ceci. Aujourd'hui, il vous met face à votre miroir. Et il vous met face à la situation des anciens footballeurs comme Koundé Emmanuel. Il va se filmer chez lui. On le filme chez lui. Il aurait pu refuser. Mais il accepte. Il laisse filmer. Il ne cherche même pas à savoir. Il ne peut pas défendre. Il ne peut pas empêcher les gens de filmer. Il filme. Et ça vous renvoie votre propre miroir. Chaque Camerounais qui écrit en disant que on prend la filmer parce qu'il a honte de lui-même. Nous avons tous honte de nous parce qu'on est dérangé. On est déçu de voir Emmanuel Koundé dans cette situation, sa maison dans cette situation. On est dérangé, donc il faut l'accepter. Acceptons-le, essayons de changer les choses. C'est ça notre problème. On n'aime pas se voir. C'est pas beau quand on se voit sur un miroir quand c'est négatif. Et là, Koundé Emmanuel, il nous renvoie devant notre responsabilité en tant que Camerounais, en tant que citoyen, en tant que comment porter les gens, comment accompagner les gens. Notre problème Camerounais là. C'est ça qu'on dit depuis l'année. On ne dit pas parce que nous avons joué au football et qu'on a droit à tout. Non. Et moi, je m'en fiche comme pas. Moi, je suis un battant, je vais me battre pour faire ce que j'ai à faire. Mais les grands frères comme Koundé, les grands frères comme lui, qui ont tout donné à ces pays, ne devraient pas dans ces conditions. On devrait l'accompagner. Et c'est pour ça que je dis souvent, notre ministère des Sports ne joue pas son rôle. Voilà le rôle que le ministère des Sports doit jouer. Aller chercher ces légendes et accompagner. Et même rapprocher la fédération de ces légendes. En disant que voilà, il y a telle personne qui l'endroit. Comment on peut faire pour que cette personne vive des jours meilleurs? C'est comme ça. C'est le rôle d'une fédération, ça. Donc, tant mieux parce que Koundé Emmanuel nous a mis face à nos responsabilités, en face de notre miroir. Et je suis sûr que certaines personnes ont honte même de se regarder dans le miroir quand ils regardent la maison de Koundé Emmanuel. Mais excusez-moi, la situation de Koundé Emmanuel, c'est la situation de beaucoup des ceux de 90. Même ceux même d'imagination, il y a beaucoup d'imagination qui ont du mal à vivre. Ça, croyez-moi. Mais très peu, ils ne vont pas vous dire. Ils se cachent, ils ne veulent pas qu'on vive, ils ne veulent pas qu'on sache où ils sont. C'est pour ça qu'ils se mettent un peu loin. Si l'entourage des gens vous parle, vous allez voir. Vous allez voir. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai dit à mon grand frère Paul Baroque en avant que son dit n'était pas vrai en disant que 70% des gens du corps du sport sont contre Samuel Eto'o. C'est faux. C'est faux. Parce que toutes les fédérations au Cameroun aimeraient avoir Samuel Eto'o, peut-être sauf celle du volley où il y a un monsieur qui fait un travail à Bohème. Mais sinon, toutes les fédérations aimeraient avoir un comme Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui bouge, c'est l'homme qui vous met devant face à vos responsabilités. Et c'est ça qui et je pense aussi que la maison peut-être de 90, ce qui est sûr, la maison de 90 était peut-être sa seule source de revenus. Il l'a mis en location. Et pour que ça rapporte un peu pour vivre là où il est, parce que voilà, il n'avait plus de revenus. Et cette maison était peut-être en location et qui était sa seule source de revenus dans ce sens. Parce qu'à son âge, il faut le dire, il n'avait pas l'âge encore d'aller, comme nous on possède des bébés qu'on va chercher, on va travailler. Il n'a plus cet âge-là. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une certaine génération qu'on doit accompagner. C'est pour ça qu'il faut que certaines personnes pensent que nous, on parle de nous. Moi, ben, tout le temps, je me fiche complètement. Je peux me lever tous les matins, je vais chercher. Même s'il faut que je sois ébois, je vais être ébois. S'il faut que je mange, moi, j'ai pas peur, je peux le faire. Même monsieur comme Koundé, même monsieur comme certains, des gens de son âge, ils ne peuvent plus. Donc, quand il faut accompagner, les gens qu'il faut accompagner. Oui, mais certains gens, je pense que Bernard Tutan a répondu à vos questions tout à l'heure. Oui, quand quelqu'un dit, mais Raymond Kala, on a vu ceci, on a vu, mais n'oubliez pas que même ici en France, on a vu des joueurs finir tellement avec 0 francs parce que ils ont eu confiance à leur agent de joueurs, à leur manager, à ceci. Beaucoup ont terminé avec 0 francs dans le compte. C'est le cas d'ailleurs de Bernard Tutan.
a investi, mais à la fin de sa carrière, il se retrouve qu'il a été dupé. Donc, faites très attention. Il faut être très futé. Raison pour laquelle ces joueurs qui ont eu cette expérience doivent préparer la nouvelle génération. Dire, mon frère, nous, on a joué hier, on a aussi gagné un peu, mais on a mal, nos investissements ont été mal gérés et nous nous sommes retrouvés. Voilà. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Ils ont fait confiance. Donc, vous aussi, vous pouvez commettre les mêmes erreurs. On a vu Eboué à Côte d'Ivoire, on a vu pas mal de joueurs se plaindre qu'ils n'ont plus rien. On a vu comment les joueurs, d'autres anciens joueurs les tendaient la main pour les relever. Ils sont pleins comme ça. Tu as vu en France avec Diomètre. Diomètre en France, il y a eu du monde qui a un état. Il a fallu que la génération 98 tienne la main pour qu'il reparte avec une académie de football et qu'il se relance. Mais donc, il y a beaucoup d'états, même en Europe, ça peut arriver. Ne pensez pas qu'on est une génération. L'autre, Ludovic Julie, qui a joué au Barça avec le président de la FECAFO, Samuel Eto'o, il expliquait dernièrement qu'il est rentré, il a fini, il s'est retrouvé qu'il n'avait presque rien, que tout son argent, il n'était pas automatique. Divorce derrière, tu vois, si c'est là. Donc, il faut que les gens comprennent une chose, c'est que les générations sont différentes. La nouvelle génération, j'aime souvent le dire, la chance qu'ils ont, cette génération, je peux te dire, la chance, il y a Serge Branco qui est là, qui a fait les Jeux Olympiques. Serge Branco peut te dire, les Jeux Olympiques, qu'est-ce qu'ils ont gagné les Jeux Olympiques? C'était presque rien du tout. Donc, même ces gens de Jeux Olympiques, on aurait pu le dire que bon, les Jeux Olympiques, une médaille olympique, on peut se donner des appartements. C'est possible parce qu'ils ont bien gagné aux Jeux Olympiques. L'argent, il n'y avait pas aux Jeux Olympiques. Ils jouaient plus ou moins pour rien. Mais, cette génération-là, elle a pu tenir parce qu'elle était jeune, à côté d'encore toutes les carrières. Imagine que c'était une génération qui avait un âge, aujourd'hui, on se fait moquer d'eux. Donc, il faut qu'on comprenne c'est que la génération qui est venue après nous, c'est-à-dire après Branco ou après moi, c'était quoi? C'est que cette génération a vécu à nos côtés. Ils nous ont vu faire des erreurs. Quand on arrive avec la nationalité encore jeune, ils ont dit, tel a divorcé, tel a eu ceci, tel a perdu, parce qu'il a fait mauvais placement. Il y a très peu qui le disent à mon Dieu Vision, très peu le disent, et certains le cachent. Moi, je le dis parce que bon, ma carrière est derrière moi, et que c'est arrivé, il ne faut pas se cacher, il faut souvent dire pour que les jeunes ne fassent pas les mêmes erreurs. Mais je peux te dire une chose, cette génération-là, c'est Samuel Eto'o, la jeune génération comme les Joël Palais, tout, qui ont vécu à côté de nous, ils ont vu ces erreurs qu'on a faites. Ils ont dit, on ne doit pas faire les mêmes erreurs. C'est pour ça que tu vas voir. J'aime souvent rappeler une chose à certaines personnes. Ma génération à moi, quand on arrive en Europe en 94, 95, c'est-à-dire que Rigobert Song est arrivé un an, peut-être 6 mois avant moi, nos générations, ils nous ont imposé tous à être mariés. Oui, ils nous ont demandé, ils ont voulu qu'on se marie tous. Pourquoi? Parce que la génération d'avant, les Makanaki Civil, les Bokande, le Sénégalais, ils ont fait des trucs en France. Ils avaient chacun 10 copines, 20 copines. Après l'entraînement, ils allaient chez les femmes. Donc, ça fait en sorte que les clubs ont eu peur. Ils ont dit que maintenant, tous les Africains qui vont venir, tous les étrangers qui viennent, il faut qu'ils se marient. Donc, vous imaginez, quand moi, j'ai 17 ans, je vais en Europe. À 17 ans, on me dit, va te marier. À 17 ans, tu vas te marier comment 17 ans? Tu n'as pas le choix parce que tu vas être professionnel. Donc, beaucoup d'imagination ont vécu ça. Quelques années après, 10 ans après, 15 ans après, on a divorcé parce qu'on était mariés trop tôt. C'est pas parce qu'on n'a pas les meilleurs. Est-ce que, à vous mariant très tôt, Bernard, à vous mariant très tôt, ou bien ceci, mais vous ne trouvez pas aussi que vous avez vécu une vie de luxe pas possible, des grosses voitures, des dépenses énormes, énormissimes d'ailleurs, les vies des stars à ne plus parler? Non, il faut dire que c'était une génération. Ma génération à moi, c'était pas une génération qui vivait ça. Je ne sais pas, ma génération n'a pas trop connu ces luxe de grosses voitures. Parce que ceux qui sont arrivés en Europe en 90 jusqu'à 97, 98, là, c'était une génération qui était la génération qui a préparé celle qui est venue vivre tout ça. Nous, quand tu avais une BMW 320, c'était de luxe. Une BMW 320, c'est rien par rapport à ce que les enfants ont dit. Oh, tu vois un peu. Donc, c'était pas pareil. Nous, on a été mariés tôt, c'est, ça nous a permis d'être en famille, de vivre ce côté famille. Mais, en fait, ce côté famille, parfois, le réveil de la mère, c'est quoi? C'est que, à 17 ans, la femme que tu épouses, tu ne connais pas ce qu'on appelle la femme, plus ou moins. Tu ne connais pas encore. Tu comprends? Donc, beaucoup ont vécu ça. C'est pour ça que tu vois ma génération, beaucoup ont divorcé. Pas peut-être parce qu'on n'a pas les meilleures épouses, mais parce que quand tu te maries à 17 ans, après 20 ans de vie commune, parfois tu as des problèmes. Tu vois, c'est ça. Donc, et on n'est pas d'une génération comme nos parents qui savaient supporter le mariage, qui connaissaient le mariage, qui comprenaient ça. Non, nous, on a appris sur le tard. Et donc, je pense que la génération des taux, ceux qui sont arrivés après nous, ils ont vu tout ça, ils ont dit non, on va pas faire la même erreur. Regardez bien les générations. Très peu se sont mariés tôt. Ils ont d'abord vécu ensemble avec les filles pendant moins de 10 ans avant de se marier. Donc, c'est ce qu'ils font, ils ont préparé, ils ont compris avec qui vivent, ils savaient ce qu'il faut. Donc, ils ont préparé tout ça. Ils ont dit, on va faire comme nos grands frères. Au lieu de faire confiance à des agents blancs ou bien qui sont en Europe, qui vont te dire, OK, comme moi, OK, écoute, je connais un business, c'est des maisons, des maisons de retraite. Si tu achètes telle maison de retraite, un appartement, dans tel immeuble, il y a 3 maisons de retraite qu'on vend, tu mets ton argent dedans, ce que moi j'ai fait. Et après, tu te rends compte qu'on t'a dupé. Mais eux, ça ne peut pas les arriver parce qu'ils connaissent déjà tout ça. Ils connaissent tous les rouages. Quand Serge dit que c'est depuis les années 2000, les footballeurs gagnent, Cameroun commence à gagner de l'argent. C'est-à-dire, moi, je vais dans le sens où, même si un footballeur gagne, je dirais même 10 000 euros net le mois. Même 10 000 euros net le mois. Nous, les salariés
là, nous sommes là tous les jours, des salariés normaux. Nous gagnons parfois les 2000, 2500, 3000 euros, mais on arrive quand même pendant même 10 ans à construire des maisons au pays. Comment se fait-il qu'un footballeur qui a gagné ne serait-ce que 10 ans, ne serait-ce que 10 000, même 5 000 euros net le mois, 5 000 euros net d'impôts le mois, et que après la carrière de ce footballeur, il se retrouve à ne même pas investir un 5 francs dans... voilà. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est vrai, je comprends que aussi... Attends, avant que tu ne répondes. Aussi, même les femmes que vous avez épousées, comme tu dis tout à l'heure, qui... voilà. Et ces femmes-là ne vous aidaient pas à investir, ou bien c'était toujours le nyanga, la beauté, et ne vous encourageait pas à dire que non, chérie, voilà, comme ça vient là, ou bien vous vous dites que bon, comme on gagne, même si c'est 5 000, ceci, non, ça va venir, on a encore le temps, ainsi de suite, on a encore le temps, on va voir demain, et on se retrouve en train de finir la carrière sans argent. Non, qui concerne les femmes, quand tu as 17 ans, tu épouses une femme de 17 ans, je ne parle pas qu'une femme de 17 ans pour savoir qu'on peut mettre de côté l'argent pour penser demain. Non, il faut dire ce qui est. Et une femme commence à avoir ses idées à partir de peut-être 22, 23, 24, 25 ans, 26 ans, pour dire, hey, on passe de côté. Et je pense que ce n'est pas le problème des femmes, c'est un problème de couple, de deux personnes qui n'ont pas su gérer les choses. Il faut le dire comme il le dit. Moi, je ne sais pas une excuse, je trouve. Mais je dis, je vais répondre à Serge Banco, vous dites Serge Banco, c'est pas vrai. Moi, Bernard, tu t'en fais toute ma carrière, j'ai jamais touché 50 000 euros par mois. C'est faux. Excuse-moi, tu vois un peu, moi, je peux me permettre de dire la vérité parce que c'est moi, je ne parle pas des autres. C'est pas vrai. Moi, je joue dans les clubs en Hollande. En Hollande, j'ai touché 15 000, parce que même pas 20 000 euros par mois. Et donc, je peux dire, donc, il ne faut pas qu'ils pensent que, quand on dit que tous les joueurs, je sais que c'est faux. C'est une minorité des joueurs. Ça, c'est Banco, tu le sais. Tu vas prendre une équipe aujourd'hui. Prends Paris Saint-Germain, qui est une grosse équipe, qui te donne des gros salaires. Il y a des joueurs Paris Saint-Germain qui touchent 30 000 euros par mois. Mais les gens ne savent pas ça. C'est pas tous les joueurs Paris Saint-Germain qui coûtent 1 million, qui touchent 1 million. Il y a des joueurs Paris Saint-Germain qui touchent 30 000, 40 000 euros par mois. Donc, ça c'est pas parce que tout le monde, les gros salaires. Non, les joueurs africains, peut-être, tu avais peut-être des gens comme à Lyon, où tu avais les Diarra, les Faux Marco, tu avais peut-être à Lens, tu avais au Paris, à Marseille, tu avais des joueurs africains que tu as. Mais la plupart des joueurs Marseille qui jouent à Metz, qui jouent à Lorient, demandez à plus Njéfi, si plus Njéfi a touché 100 000 euros, 50 000 euros par mois. Non, les clubs comme Metz, les clubs comme Lorient, les clubs comme Sedan, ils paient pas cet argent. Donc, moi qui joue en Hollande, et puis je peux vous dire une chose, en Hollande, Hollande ne connaît pas des pays où on donne des gros salaires. Même les footballeurs qui jouent en Hollande, les Africains qui jouent en Hollande, très peu, sauf si tu joues à Ajax, tu peux avoir 100 000 euros par mois. Mais très peu, parce que la Hollande, c'est un pays particulier. Les gros salaires, c'est pas la base. La base, c'est la formation. Après, on te vend ailleurs. Je peux te dire une chose. Je pense que mon plus gros bonus que j'ai gagné, c'est quand j'arrive en Ukraine. Tu comprends? Quand je quitte la Hollande pour l'Ukraine, j'ai eu beaucoup d'argent, j'ai acheté ma maison en France. Tu comprends que le c'est pour te dire que ce que Serge Banco peut dire est vrai. Il y a une moyenne qui touche cet argent, mais la plupart, si vous prenez 16 clubs en France, 16 clubs pro, il y a seulement peut-être 8 clubs qui vont payer des salaires allant de 200 000 euros, bien 150 000 euros à 1 million, ou à 200 000 ou à 800 000. Le reste, c'est des petits salaires. Je vous promets, c'est des petits salaires. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est des petits salaires. Je suis d'accord. Mais je suis en train de te dire que si un joueur gagne 5 000, même si c'est 5 000 le mois, 5 000 le mois, la première des choses du joueur, est-ce que ce n'est pas d'assurer sa sécurité au niveau d'un investissement même dans le domaine immobilier? Je t'explique une chose comme ça. Tu as le cas du joueur africain qui est né en Europe, qui a une mentalité différente du joueur africain qui est né au Cameroun. Quand vous prenez, moi je ne suis pas de mon cas, quand vous prenez le cas Bernard Dupont, je sors d'un quartier comme Cana, où personne n'a parié 100 pour moi que je peux réussir. Mais je me bats, j'arrive pro. Déjà, on est parti pro quand les joueurs équipe nationale cadet, équipe nationale junior commencent à voyager à l'île Maurice, à Clèves, je ne pas à l'île Maurice, pas en Australie, à Coupe du Monde. Quand je rentre déjà, je ne suis pas le Bernard Dupont de ma mère, je suis l'enfant du Comcana, je suis l'enfant du quartier. Il y a la maman de tel qui vient me voir parce que son enfant ne va pas à l'école, il y a telle maman qui vient me voir parce qu'elle va vendre les beignets, l'autre maman qui vient me voir parce que je donne, j'investis, j'aide. Parce que moi j'ai une culture qui est investie sur les hommes. Et ça ne me rapporte pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui j'ai payé l'école, il y a beaucoup de gens qui envoient à l'université, il y a beaucoup de gens qui j'ai payé les passeports qui sont en France, lui qui vit en France, sont français, à qui j'ai payé l'école. Peut-être demain ils vont me reconnaître, mais je ne demande rien. Mais c'est juste pour te remettre dans le contexte. Donc je suis l'enfant de Comcana. Donc quand j'arrive à un Europe professionnel, excusez-moi, j'ai un téléphone. Mais mon téléphone, chaque semaine qui vibre, c'est le voisin tel, l'enfant tel qui m'appelle Miguel, mon fils a fait que machin. Les 500 que je donnais quand j'étais au Cameroun, maintenant, quand je suis au Cameroun, maintenant je donne plus 500, je donne maintenant 10 000, ou 15 000, ou 20 000. Et je peux dire, une famille comme ça, il y en a peut-être 200 en Comcana, Madagascar, à Mokolo. Donc, chaque fois que je viens en vacances, je dis, je dois préparer tout ça. Et si ce que je dis n'est pas vrai, demandez à n'importe quelle personne qui a vécu en Comcana. Quand j'arrive en vacances, je me souviens à l'époque, je payais les excédents des bagages de presque 2-3 millions. Excédents des bagages. Je prenais les godasses, je prenais les shorts, je prenais les tennis, j'apportais parce que tout le quartier. C'est comme ça. Peut-être que j'ai pas eu la chance que j'avais des gros salaires qui m'ont peut-être permis de mettre de côté. Mais je peux te dire une chose. Certains ont, aujourd'hui, sécurisent d'abord leur carrière, leur personne avant d'aider les autres. Imagination, peut-être moi, c'était le contraire. Et je ne me plains pas, parce que je ne demande pas quelqu'un. Je n'ai jamais dit que je demande quoi que ce soit. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. Parce que moi, je suis bien. Peut-être parce que moi, j'ai une philosophie qui est pas comme beaucoup d'autres. Je n'ai pas besoin du trop pour être heureux. Donc, on peut me permettre d'être heureux. Je suis fier. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de tout, on me le rend bien.
dans la rue, chaque Camerounais me disent, oh, tu m'as fait telle chose, tel jour tu m'as apporté ça, j'ai aidé eux, ça me suffit. Je sais que si j'ai plus, eux aussi, ça ne me dérange pas. Mais je te jure que chaque être humain a sa façon de voir les choses. Mais je ne sais pas si je recommence, je vais faire la même chose. Je ne suis pas sûr. Peut-être je vais faire différemment. Tu comprends? Peut-être je vais faire différemment. Ça, c'est sûr. Mais je peux te dire une chose. Notre imagination en moi, il y a très peu d'imagination. Ceux qui sont partis en Europe en 94, 93, 94, qui avaient des salaires de 50 000 euros. Même Rigobert Son qui a commencé à Metz peut te dire, je ne sais pas dans quelle équipe on a gagné de gros salaires, mais quand il a commencé à Metz, je ne sais pas 50 000 euros. C'est impossible. C'est des générations qui sont arrivées après 2000, 2002, 2000, qui ont commencé à avoir les bons salaires parce que là, ils négociaient. Là, c'était différent. Là, il y avait la possibilité avec les médias, avec tout ça, les droits de télé étaient énormes. Donc, les gens touchaient plus d'argent. Et en ce moment, ils avaient des gros salaires, ils pouvaient investir. Et ils avaient la chance que il y avait des gens comme nous autour d'eux pour dire que, écoutez les gars, au petit, nous on a fait quand même des placements qu'il fallait pas. Faites attention à ça, faites attention à ça. Aujourd'hui, on voit qu'aujourd'hui, pardon, ils font attention et ils investissent directement ou dans l'immobilier ou en Afrique. Parce que, excuse-moi, c'était qui ont investi en Europe, ont perdu sur nous parce qu'en Europe, parfois, les impôts te tombent dessus, tu as un divorce, tu as ceci, cela, tu paies encore ce que tu avais mis de côté. Donc, tu vois, je te parle comme ça, mais c'est ça, quoi, c'est ça. Donc, pour dire tout simplement que les générations sont différentes et il faut savoir aussi. Moi, j'aime souvent dire à mes grands frères, je dis ça à beaucoup de footballeurs camerounais, que notre problème, c'est qu'on ne sait pas utiliser cette belle plateforme qui est les réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux, c'est ça aussi. Informer, dire à nos petits frères, n'ayez pas peur. Si vous avez même tout perdu, n'ayez pas peur de recommencer. N'ayez pas peur. L'autre question aussi, Bernard, est-ce que les footballeurs camerounais, en particulier et en général africains, est-ce que vos familles n'impactent pas dans vos vies? Parce que au lieu de vous entourer parfois des professionnels pour vous encourager, pour vous aider, dès que vous devenez une star internationale, la famille vous encapare. Et ceux qui étaient hier des amis, ou bien certaines personnes qui pouvaient vous encourager, ça devient la médisance, ça devient ceci, oh, non, toi tu veux tuer mon frère, toi tu veux ceci. On commence à vous écarter parce que jusqu'à l'heure actuelle, si je regarde bien, je ne vois pas. Quand tu regardes un joueur, je prends l'exemple, tu regardes un joueur comme Kylian Mbappé. C'est toute une équipe de professionnels autour qui dirige, qui gère peut-être son patrimoine et ses parents, juste ses parents, son père et sa mère, qui ont l'œil. On a vu, même au Brésil ici, on a vu des joueurs brésiliens où c'est toujours la famille. Et la première des choses, c'est toujours le papa a toujours le souci qu'après la carrière de mon enfant, qu'est-ce que mon enfant va devenir? Les parents ont toujours ce souci. Mais on a l'impression qu'avec la nouvelle, avec les Camerounais, moi je parlerai des Camerounais en particulier, la famille s'encapare de la personne. Et après, le jour où tu n'es plus la même personne, on commence à te jeter et tu veux retrouver des amis, mais les amis ne sont plus là. Donc, ce qui fait que il y a, comme tu as dit tout à l'heure, il y a des footballeurs qui ont aidé, comme toi, par exemple, tu as aidé beaucoup de personnes. Il y a Samuel qui a aidé beaucoup de personnes. Il y a d'autres joueurs qui n'ont même pas aidé. Ce qui fait que si tombe, on s'en fout. On se dit, quand tu avais hier, tu as donné à qui? Donc, on s'en fout. Et la famille que tu as aidée, malheureusement, n'est pas reconnaissante. Et voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce problème de choix de l'entourage autour de vous? Je suis tellement content de notre débat ce soir. Ce n'était pas prévu. Tu es venu dans le live, tu as enrichi. Merci beaucoup. C'est pas bien que tu es docteur et que tu connais aussi bien le football. Dommage pour notre équipe d'Inkamer qui a perdu en Coupe du Cameroun. J'ai vu ça. Ouais. Dommage pour notre équipe. Et en passant, il y a très peu de personnes qui savent que Diep Dinkam, c'est aussi l'équipe de mon village. Donc il y a très peu de personnes qui le savent. Merci. Donc pour dire quoi? Pour dire que ta question est très enrichissante. Excuse-moi de te le dire. Merci beaucoup de poser la question. Ma génération à moi, on n'avait pas compris. Et peut-être parce que on n'a pas eu. Moi, j'ai perdu mon papa très tôt. J'ai perdu mon papa à l'âge de 12 ans. Je crois 11 ans. Mon papa est parti. J'ai pas eu la chance d'avoir un grand frère ou deux grands frères que j'avais qui étaient les garçons qui avaient la vision, qui savaient tenir. Au contraire, c'était le contraire. C'était des gens qui venaient plutôt prendre. Et je reproche à mes grands frères aujourd'hui parce que je dis souvent à mon grand frère que si tu avais été le grand frère qu'il fallait, je ne suis pas sûr qu'il y a certaines choses que je n'aurais pas fait. Mais bon, c'est passé. C'est pour ça qu'il faut toujours. Il faut que ça t'arrive, que tu puisses parler et que les autres ne fassent pas la même bêtise. Donc, c'est vrai que les familles africaines, la famille camerounaise, quand ils ont un fils qui joue au football, ils s'accaparent. Moi, ce n'est pas le cas de ma famille. Au contraire. Je peux te dire, il y a des gens à qui j'ai fait des choses. Je vais te parler d'une anecdote, Clopin. Il y a un garçon en France qui est un jeune que j'ai. Il va se reconnaître. Je ne sais pas si c'était son nom, mais il va se reconnaître. Et certaines personnes qui sont dans le live, qui connaissent bien ça comme Olivier, ils savent de qui je parle. Ce garçon, on était voisins au quartier. J'avais mes premiers voyages quand je partais, j'avais 15 ans, j'étais national junior. Je suis parti à l'île Maurice. J'ai gagné mes premiers petits argent à l'île Maurice, plus de matchs, machin. Quand je suis rentré, ma femme, maman à l'époque, elle était un peu handicapée, on ne connaissait pas avant ce qu'on appelle l'ABC à l'époque. Elle avait un côté paralysie, donc elle avait fait un ABC, mais on ne connaissait pas que c'était l'ABC à l'époque. Donc maman s'est fait soigner comme ça. Et comme moi je suis une famille nombreuse, je suis une famille de 9 enfants. Et sans compter les
3-4 enfants que mon papa avait pris à ses frères et mettre à la maison. Une famille vraiment nombreuse, 12-13 personnes à la maison. Et quand mon papa est décédé, j'ai une grande sœur, ma première grande sœur Claire, qui était devenue chef de famille. Parce qu'à l'époque, déjà, elle partait en France, elle voyageait déjà, doit nous rapporter à manger, des vêtements, c'est elle qui nous habillait à l'époque. Et quand j'ai eu l'âge de 15 ans, et je suis parti à l'international junior, quand je suis rentré, j'avais un peu d'argent. J'ai dit à ma fille, maman, moi je suis un homme, je veux plus vivre dans une maison familiale. Et quand on avait des locataires à côté, maman a demandé à un locataire de sortir, elle m'a donné une petite chambre à côté de la maison, en Concana. Donc ce que j'ai fait, c'est que cet argent m'a permis d'aménager ma chambre. J'ai aménagé la chambre, j'ai fait une très belle chambre. Et c'est là où j'ai fait mes petites amies, machin. Et donc, je ne sais pas de l'histoire de ce garçon. Il était mon voisin, mais il vivait vraiment dans. Il n'avait presque rien. Il avait sa grande sœur qui était mariée, monsieur qui frappait sur elle. Et le petit, il était tellement mal, il était mon petit frère. Je crois qu'on a le même âge, il était mon grand frère d'un âge. On a le même âge, je pense. Et un jour, je lui dis, écoute, quand tu n'as pas bien chez toi, viens vivre avec moi. Il me dit, ok. Il vient dans ma chambre, il dort avec moi dans ma chambre. Et je l'amène partout. L'équipe nationale junior, je le présente aux gens. Et puis, je vais à l'équipe nationale espoir, je le présente. J'arrive à l'équipe nationale, je le présente à tout le monde. Tout le monde connaît l'équipe nationale. Ce garçon, à l'époque, il y avait Henri Despireux, l'entraîneur belge. Henri Despireux, même bon. Et ce garçon, Henri Despireux, s'entendait très bien. Et Henri Despireux fait venir le petit en Belgique. Il arrive en Belgique, il reste en Belgique quelques jours, et puis il vient en France. Mais il arrive en France, il ne peut pas travailler parce qu'il n'a pas de papiers, rien. Et moi, à l'époque, je lui dis, bon, comme il te faut les papiers, il faut que je te les papiers. Et il a connu une fille avec qui il s'entendait bien, blanche. Et j'ai financé le mariage. J'ai payé à l'époque, je crois, entre 5 000, 6 000 euros pour qu'il ait le mariage et les papiers. Il a eu son mariage, il a eu ses papiers, il a eu deux magnifiques filles. Quelques temps après, la vie voulant, qu'est-ce qu'elle a voulu, que j'ai peut-être des problèmes, machin. Et ce garçon, la moindre chose qu'il attendait, lui, c'est pas qu'il me tende la main, mais qu'il me dise, sois fort. Mais quand il sortait, c'était pour dire tout le contraire. Il parlait mal de moi, il disait tout en mal de moi. Et quand les gens me rapportaient ça, me faisait mal au cœur. Pourquoi je te prends cette anecdote? C'est pour te dire que, comme lui, ils sont nombreux, comme quand masqué à carrière, comme quand les gens qui tendent la main. Mais j'attends pas qu'il me donne quelque chose. J'attends juste qu'il me dise que, grand frère, quand c'est difficile, sois fort. Bats-toi. Tu vois, c'est tout. Et ou bien que j'entends qu'ils me disent que, voilà, j'ai ça parce que tu m'as aidé, j'ai ça parce que tu m'as aidé. Ça, je te prends le côté négatif de la chose, quelqu'un que j'ai accompagné. Je te prends dans le côté positif de quelqu'un que j'ai accompagné. Et lui, je vais citer son nom. Tu vois, c'est un de mes petits qui est en Allemagne qu'on appelle Elvis. C'est un petit que, à l'époque, j'aime raconter cette histoire. J'étais l'un des meilleurs avec le du Cameroun 97-98. Le directeur du PMUC à l'époque, Giacomoni, était un homme qui m'aimait bien. Quand j'allais le voir tout le temps. Un jour, je suis avec national, ce jeune garçon, Elvis, vient me voir. Il passait le bac. Il me dit, grand frère, j'ai un problème. On est dans l'hôtel de Macombe. Il me dit, j'ai un problème. Il me montre un bracelet qu'il faisait. À l'époque, il tissait les bracelets comme ça, le fil. Il a écrit dessus, il a écrit mon nom dessus. Il a tissé à vert ou jaune. C'était tellement beau. Je lui dis, qui fait ça? Il me dit, c'est moi qui fais. Je lui dis, c'est toi qui fais ça? Il me dit, oui. Il me dit, j'ai un problème parce que je n'arrive pas à payer mes frais de scolarité pour l'université. Et si je ne paye pas, je vais rater. Et comment vous pouvez faire pour m'aider et tout, je vous en supplie. Je dis, tu as besoin d'argent? Il me dit, non. Ce que je veux, c'est que je veux pour qu'on me donne l'argent pour que je puisse faire ces bracelets et je puisse les revendre. Je dis, merde. C'est un génie, c'est un génie. Et moi, le match fini, le lendemain, moi, je prends la main du petit. On va chez Giacomoni, directeur du PMC. À l'époque, ils étaient comment on appelle ça, Vescore, là. Donc, on va chez Giacomoni, on arrive chez Giacomoni, j'arrive. Oh, Dana, comment tu vas? Il était très heureux. On a fait un match magnifique et tu étais très content. Et quand j'allais le voir tout le temps, on appelle ça main levée de 200, 300 000 paye le taxi aux gens et tout, parce que les gens m'attendaient tout dehors. Et moi, je lui dis, le jour, je dis Giacomoni, excuse-moi, je viens te voir parce que j'ai un cadeau à la main. Il me dit quoi? Je dis, il y a ce petit garçon, on appelle Elvis, il a le bac. Il a un petit souci financier pour payer ses études. Je veux que tu l'aides. Tu vois, les bracelets, il peut faire ça à tous tes employés. Et je peux que ça peut l'aider à avoir un peu d'argent. Il me dit, ok. Après, il dit, non, j'ai une très belle idée. Je suis en train de faire des chasubles. Tu vois, avec PMUC. Je vais passer la commande qu'il me fasse des chasubles avec PMUC brodé derrière. Ok. Directement, il passe la commande au gars. Directement. Il passe la commande au gars, il me commande presque 1 million. Il dit, au petit, vas-tu, comme tel jour, combien de petit, il peut dans un mois livré. Je me suis dit, ok. Et puis, quand je m'en vais, Giacomoni me donne, comme toujours, il me donne un peu d'argent de taxi pour payer les gens qui m'attendent dehors. Après, je prends le petit, on rentre chez ma maman en Comcana. Mais je me rends compte que le petit, il est calme, il ne dit rien. Je lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, grand frère, le contrat, c'est trop gros. Je n'ai pas d'argent pour investir, pour acheter le matériel pour faire, pour réussir ma commande, comment dire, pour livrer la commande que Giacomoni m'a demandé. Il te faut combien pour ça? Il me dit, peut-être avec 150 000, 200 000, je peux acheter tout le matériel. Je dis, ok, je donne l'argent. Je rentre en Hollande. À l'époque, je rentre en Hollande. Et je n'ai pas de nouvelles du petit pendant un moment. J'appelle Giacomoni un jour, peut-être 3 semaines, un mois plus tard. Il me dit, oh, ton petit est venu ici, il a livré les trucs. Ils sont très beaux, je suis très content de lui. Et je lui ai remis 900 000. Waouh! Oh, j'étais surpris. Je dis, ok, il a réussi, je suis content. 3 jours plus tard, ma femme maman m'appelle. Elle
Elle me fait appeler ma maman. J'appelle ma maman et je parle à ma maman. Elle me dit, oh, tu sais quoi? Elle me dit, tu te rappelles du petit garçon qui était venu ici à la maison une fois, Elvis, tu l'as accompagné. Elle dit, oui, maman, qu'est-ce que. Oh, t'as là ce qu'il m'a apporté. Elle m'explique. Il m'a apporté un régime de bananes, il m'a apporté ça, il m'a apporté des œufs, il a acheté, il a fait tout le marché de maman. Ça n'est rien, mais c'est énorme. Maman était tellement heureuse. Et maman, et là, ils sont numéro de téléphone, oui. Moi, je l'appelle. Il me dit, merci beaucoup, grand frère, j'ai payé mon université, tout va bien et tout. Et Crépin, la vie continue, pas son plein. 2-3 ans plus tard, il voyage, il va en Allemagne. Il arrive en Allemagne, il fait ses études. Un jour, je suis en train de jouer, et j'étais parti de la Hollande, j'étais en Ukraine. Et j'ai joué un match de Coupe d'Afrique, une Coupe de Coupe, la Coupe de l'UEFA. J'ai joué en Allemagne, on joue contre, je crois, le Werder de Brême. Et je finis le match à la sortie, j'entends qu'elle m'appelle, je vois, c'est Elvis. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Mais je suis en Allemagne, maintenant j'étudie ici, j'ai fini mes études et tout, je suis en train de passer. Je dis, ah bon, oh, je prends dans mes poches, j'étais tellement heureux pour lui. Il me dit, je sais comment te dire merci beaucoup. Tout le temps, il me disait merci. On a gardé le contact. Tout le temps, il m'appelle, jusqu'au jour, il m'appelle. Mais pourquoi je te donne les deux cas? C'est pour te dire que quand on investit dans les hommes, comme moi j'ai toujours fait, parce que si c'était la devise de mon père, mon frère papa était gendarme, on avait papa major au quartier. Il me disait toujours, Bernard, il n'y a pas de meilleur investissement que sur les hommes, parce que les hommes, tôt ou tard, ils vont te le rendre. C'est pour ça que moi, j'ai toujours donné aux gens. Parce que je me suis toujours dit que si même un jour j'ai plus, je ne serai pas dans la rue parce que quelqu'un va me tendre la main. Peut-être je me trompe, je ne sais pas. Mais Elvis m'a prouvé que c'était le cas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Elvis peut m'appeler. Il y a des moments, il arrive au Cameroun, il me dit, grand frère, je t'apporte quelque chose. Il me donne un parfum. Il n'y a pas plus grand bonheur que ça, tu comprends? Pourquoi je te raconte des histoires? C'est juste pour te dire. Nous qui avons fait des erreurs, comme c'est appelé des erreurs, qui avons investi différemment que d'autres. J'aurais pu investir, me construire un immeuble, 2 immeubles, concert d'un fond. Mais j'ai préféré investir sur mes 9 frères et sœurs que j'ai envoyés en Europe. J'ai préféré investir sur des amis au quartier que j'ai envoyé en Europe. J'ai préféré investir sur des personnes à qui j'ai payé l'école. C'était comme ça que moi j'ai voyé la chose. Est-ce qu'aujourd'hui je fais la même chose? Je ne sais pas. Mais à l'époque, je l'ai fait. Tu comprends? Donc c'est pour ça que je veux que tu comprennes que certaines personnes comprennent que quand on dit que un footballeur n'a pas d'argent ou quoi que ce soit, il ne faut pas qu'on pense qu'il a dépensé l'argent pour se faire plaisir. Moi, par exemple, Bernard, je peux vous dire une chose. J'ai jamais acheté une voiture à 50 000 euros. Et non, je n'ai jamais acheté une voiture à 50 000 euros. J'ai conduit des BMW, mais jamais. J'ai acheté une voiture occasion à 15 000, à 10 000 ou à 8 000. Mais j'ai acheté une voiture occasion parce que pour moi, ça n'a jamais été mon concept de dire que j'ai acheté une voiture chère par rapport à quoi. Tu vois un peu? Parce que pour moi, c'est comme ça que je réfléchis. Mais cette génération, elle peut se permettre parce qu'elles ont l'argent pour. Tu vois un peu? Donc, c'est pour ça que je veux que tu comprennes que on a pu faire des erreurs, on a pu peut-être avoir les mauvaises épouses ou bien on a peut-être mal investi. Mais la fin des fins, c'est que quand tu es en activité, si tu n'es pas bien accompagné, comme tu as dit, par une équipe comme Mbappé a peut-être 100 personnes qui travaillent pour lui, ceux qui livrent, ceux qui coiffent, ceux qui nettoient ses chaussures. Donc, il y a tout. Mais tout est fait pour que je joue au football. Nous, ça n'a pas été le cas. La nouvelle génération, quelques-uns sont bien accompagnés. Oui, mais quand tu as accompagné, quand tu vois la maison de papa Emmanuel Koundé, tu vois la situation, tu vois l'état. Et je pense que c'est cette situation, compte tenu des commentaires sur les réseaux sociaux, qui t'a poussé à faire le direct ce soir. Quand tu vois ça, est-ce que ça t'a fait pleurer? Quelle est l'image? Quel est le sentiment? Quel était ton regard par rapport à ça, en tant qu'ancien footballeur? Je peux te dire une vérité, j'ai été triste. Je pense que j'étais triste parce que, connaissant qui Koundé Emmanuel, connaissant le parcours, connaissant ce qu'il apporte à mon pays, je me suis dit, j'aurais pu faire mieux si j'avais les moyens. Tel aurait pu faire mieux. Mais au-delà de ça, je me suis dit, mon papa qui était gendarme me disait toujours une chose, fiston, avant de te demander, parce que mon papa était, je te dis, quand tu sais, ces gens de la tenue là, l'État est au-dessus de tout. Donc, mon papa me disait toujours, fiston, avant de demander quoi que ce soit au pays, demande-toi ce que toi tu as fait pour ton pays. Il m'a toujours dit ça. Avant de demander à ton pays ce qu'il va faire pour toi, demande-toi qu'est-ce que toi tu as fait pour ton pays. Donc, moi, quand j'ai vu cette image de Koundé, où moi j'étais, parce que celui qui allait chercher le corps pour amener à la mort. Donc, je peux te dire que j'avais déjà vu, ce n'est pas les images là qui me font. Mais quand tu arrivais, tu voyais, tu te dis, mais c'est possible. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Mon feu papa gendarme m'a toujours dit, avant de demander à ton pays ce qu'il va faire pour toi, demande ce que tu as fait pour ton pays. Koundé a tout fait pour le pays, Koundé a porté ses pays, Koundé a été ambassadeur, Koundé a donné de la joie aux gens je suis sûr qu'on doit décrire en monnaie, c'est pas possible. On ne peut pas décrire la joie qu'il a donnée aux gens. Mais comment notre pays n'a pas pu décrire entre? Moi, c'est ce que je me suis posé comme question et ça m'a fait vraiment triste. Et je me suis dit, Seigneur, je n'aimerais pas être comme ça un jour. Je n'aimerais pas. Déjà, c'est bien pour moi. Voilà, c'est une fierté quand même, parce que c'est des informations que les internautes n'avaient pas. Tu viens de lancer une phase là, que beaucoup n'ont pas, peut-être les collègues n'ont pas capté. Quand tu dis, c'est nous qui avons, nous sommes partis prendre son corps pour mettre à la mort. Je ne sais pas si c'est ce que tu as dit. Oui, c'est vrai. Voilà, donc ça montre l'importance, ça montre comment vous avez été réactif. C'est-à-dire, dès que vous avez eu la nouvelle, vous avez dit, c'est une légende,
rapidement vous êtes allé prendre son corps pour mettre à la mort. Je donne la chronologie des choses. Ce jour, le matin, quand je me lève à 6h du matin, si je ne vais pas à l'église, je fais mon sport. Et ce matin, j'étais allé à l'église et j'ai fait mon téléphone, je l'ai laissé à la maison. Quand je suis rentré, l'église est juste en face de moi, donc ça m'arrange d'aller tout. Donc quand je suis rentré vers 7h, mon téléphone est allumé et j'ai fait mes travaux un peu vite fait. J'ai allumé mon téléphone vers 8h. J'avais appel de Lucien Métomo, appel de ma banque et ça. Après, déjà, Marie Koussa, le directeur de la communication de la fédération. Et quand je rappelle en premier, ma banque. Il ne prend pas. Je rappelle Lucien décroche. Et Lucien, qu'est-ce qu'il me dit? Tu rappelles, il me dit quoi? Il me dit que Koundé Manuel est décédé. Il dit pardon. Et vous êtes où? Nous sommes en chemin. Je rappelle Jean-Marie Koussa, ils sont dans la voiture, ils sont en train d'aller chez lui. J'ai dit ok, comment je peux aller chercher le sport? Je viens. Donc moi, je prends vite fait Yango. J'arrive à la maison. Au même moment, je suis en train d'arriver, ils sont déjà en train de remonter avec le corps. Donc moi, je croise en route, je dis bonjour et tout. Donc Lucien Métomo, ma banque et ça, Jean-Marie Koussa, Priscilla qui était là, Priscilla qui était aussi là, notre conseil journaliste qui était là, que tu connais bien Priscilla, et quelques-uns. Donc on récupère le corps avec la famille, avec des amis, avec quelques amis au quartier, dans le corbillard, et on amène à l'hôpital central. On va tous à l'hôpital central, on arrive à l'hôpital central, on met le corps. Et ça, je dis bien sur l'instruction du président de la fédération qui a dit allez rapidement et faites en sorte que personne sécurisait le corps. Parce que comme on avait fait pour Bobo aussi, pour Bobo la même chose, quand nous sommes arrivés, on a dit, tu sais, parfois on a des gens, je ne sais pas s'ils le font sciemment, mais ils ne se rendent pas compte que quand quelqu'un est décédé, on ne peut pas filmer. C'est chez nous, quand même, c'était filmé souvent. Donc la chance qu'on a eue, c'est que quand la famille nous a appelés, comme la famille savait que ce soit ma banque, que ça soit nous qui sommes avec lui presque tout le temps, ces 3 dernières années, on était tout le temps avec notre grand frère, plus ou moins. Donc, ils ont appelé la fédération qui était sa maison, qui était sa famille aussi. Donc, c'est que ma banque a dit, attention, que personne, dans la famille avait déjà plus ou moins gravé. Quand nous sommes arrivés, il y a même certains journalistes qui étaient là. Mais les journalistes qui sont arrivés en premier, ils ont fait le travail, ils sont restés de côté. Quand nous sommes arrivés, nous sommes passés le corps jusqu'à l'hôpital central. À l'hôpital central, tout a été fait pour que tout se passe bien. On a sécurisé toujours. Et le président de la fédération a dit, écoutez, c'est la fédération qui prend en charge tout. Mettez le corps à l'hôpital central. À l'hôpital central, la dame qui s'occupe de la mort là-bas, c'est une dame qu'on connaît un peu, puisqu'on a aussi le feu Bobo là-bas. Donc, on est arrivé. Ceux qui ont signé au registre, c'était ma banque et ça, qui a représenté la fédération, et la famille. Parce que la fédération n'a pas le droit de signer tout seul. Il faut que la famille soit aussi là. Donc, son épouse, ses enfants étaient là. Donc, c'était une synergie entre la fédération et la famille. Et je pense que on espère, on a prié, on prie pour que ça ne se passe ainsi, comme tu as vu ce qui s'est passé pour Bobo. On a fait en sorte que tout se fasse dans les meilleures conditions, parce que c'est une famille, la fédération. Donc, quand quelque chose comme ça, nous, on se doit d'accompagner la personne jusqu'à ce que elle parle et se repose en paix sans qu'il y ait des étirements, quoi que ce soit. Donc, la famille, et je sais que hier, je crois, hier, ma banque était là-bas, il y a eu une réunion avec la famille. Je pense qu'il n'y aura pas de tension et tout va bien se passer, j'espère. C'est le plus important. En tout cas, on doit remercier une fois de plus le président de la FECAFOOT et tous ses collaborateurs. Hein, en moins d'un mois, on a vu le cas de Bobo, Fabien, aujourd'hui le cas de Emmanuel Koundé. Bon, c'est ça, cette solidarité. Mais au-delà, on ne va pas toujours attendre le malheur. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que les anciens footballeurs se ressaisissent, que les anciens footballeurs se retrouvent. Ceux qui ont perdu par rapport aux investissements, ceux qui ont mal placé leur argent, ceux qui n'ont peut-être pas gagné grand chose, qui sont retrouvés au Cameroun, qui vivent dans des conditions difficiles. Il va falloir resserrer les coudes, s'asseoir, discuter autour. Bon, on sait que certaines sont bien tellement âgées que on ne peut plus se retrouver dans certains projets, mais je ne sais pas, il faut trouver une solution. Peut-être que le président de la FECAFOOT pourra peut-être créer peut-être un fonds, je ne sais pas quoi, pour les retraités. Je ne sais pas, mais comme je dis, il faut profiter de la présence d'un footballeur à la tête de la FECAFOOT pour améliorer sûrement les conditions de vie de certaines. Parce que aujourd'hui, on voit l'importance du président de la FECAFOOT quand il exige qu'il faut que les joueurs soient affiliés à la CNPS. On voit, mais les gens ne comprennent pas ça. Tous les jours, les gens tirent sur le président de la FECAFOOT, mais par contre, cette petite institution, ne serait-ce qu'à la CNPS, peut être utile demain. Donc, au président de club, quand on vous demande de payer, parce que quand on pense l'engagement d'être président de club, ça veut dire qu'on prend l'engagement de créer une entreprise et de payer les salariés. Quand vous ne payez pas les salariés et que les joueurs sont clochardisés et que vous attendez juste le financement de l'État pour faire vivre les clubs, et quand il n'y a pas, ça commence le chantage et tout. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un message très fort. Et aujourd'hui, prendre ton courage à 2 mains, faire ce direct, sensibiliser tous ces anciens footballeurs en activité ou pas en activité. Et moi, je pense aussi qu'il ne sert à rien de dire Thomas Antono a été mon idole, Bernard Tutan a été mon idole, aujourd'hui vous jouez. La nouvelle génération peut aussi
apporter et peut-être, je sais pas, moi je dis toujours, peut-être à l'Africa Foot, ça dit de génération en génération, ceux qui sont en activité, on peut créer un fonds d'aide pour les anciens joueurs, ou bien c'est-à-dire les nouveaux joueurs. Les primes qu'on les verse, on peut dire, bon, on va retenir peut-être 10% de vos... parce que c'est cette génération qui donne à ça, c'est-à-dire ça va aider ainsi de suite. Et eux aussi profiteront des autres aussi quand ils seront aussi retraités. C'est-à-dire, on ne va pas peut-être toucher ce qu'ils gagnent à l'étranger, mais ce qu'ils gagnent comme fonds de ce qu'on déverse comme prime quand ils sont convoqués à l'équipe nationale. On dit, bon, les gars, vous donnez par exemple, vous prenez un joueur, je prends par exemple la Coupe du Monde, où je sais ce qu'on a donné aux joueurs, ce n'est plus un chiffre qui est officieux, c'est un chiffre officiel. Chaque joueur a eu 60 millions. Alors, si tu les 60 millions, on dit qu'on retient peut-être 10% de chaque prime de participation, peut-être à une Coupe du Monde ou bien à ceci, pour créer un fonds, je ne sais pas, résine ou un fonds pour soutenir les anciens joueurs qui ont des projets, qui ont ceci, et voilà, ainsi de suite. Ainsi de suite. Ceux qui sont, c'est-à-dire ceux qui sont en activité, quand ils seront aussi, ils vont prendre leur retraite. Ceux qui entreront en activité continueront et la chaîne continuera ainsi petit à petit. Donc, ce qui fait que l'ancien joueur, le gars qui est parti en retraite, il ne sera pas délaissé parce qu'il y a quand même un fonds qui est là pour soutenir ces retraités et qui continue. Donc, c'est cette chaîne de solidarité. Moi, je pense que le président de l'Africa Foot devait penser, ou bien doit penser à cette stratégie en causant avec des jeux, peut-être ne pas causer. C'est une stratégie en disant que bon, au lieu, voilà, 10%, peut-être, même les joueurs peuvent même dire que non. Président, peut-être que non, 20% même, pour aider ces joueurs, ces retraités à mettre ce fonds pour accompagner ces joueurs retraités. Et vous allez voir que ce fonds va faire en sorte que ça va redynamiser les anciens et ils vont tous revenir. Ils vont tous revenir. Et moi, je pense que c'est peut-être mon petit conseil. Hein. Voilà. D'accord. Je vais répondre à ta question. Je ne veux pas trahir les secrets ici, mais je peux te dire une chose. Le conflit ministère nous a apporté beaucoup de retard. C'est sur un projet que le président de la fédération, dont on a discuté, je peux te dire une chose, c'est une fondation, la fondation Lions Indomptables. Le président de la fédération, Samuel Eto'o, il a ce projet qu'on appelle la fondation Lions Indomptables. Et ce que tu dis est exactement là-dedans. La fondation Lions Indomptables, c'est quoi? Il va chapeauter avec 2-3 personnalités qui sont des anciens footballeurs qui vont porter ce projet. C'est autour des anciens Lions, surtout les anciens, il y avait beaucoup de jeunes. Il y aura ce qu'on appelle, c'est comme une association, il y a des cotisations, il y a des fonds, les joueurs actifs vont cotiser dedans pour aider ceux qui ne jouent pas. Au-delà de ça, tu as ce qu'on appelle les anciens Lions qui sont encore en activité comme moi, qui font des matchs de gala, des trucs comme ça. Nous sommes invités, les anciens Lions, parfois des matchs de gala. Il y a tu vois le match qu'on a fait contre Niger à Limbe, par exemple, ça rentre dans ces lignées. Les anciens Lions se déplacent pour aller faire un match, il y a les primes de match, il y a les primes de match, un pourcentage est coupé et on met dans la fondation. Il y a un projet comme ça que le président de la fédération avait. Je te promets qu'au moment où on discutait ce projet, au moment où il voulait finaliser ce projet, si je vais peut-être trahir ça. Attends voir. Serge Blanco, mais fais la demande, Bernard va te prendre. Il peut mettre d'autres. Il a fait la demande. Je peux le prendre ici oui. En même temps? Oui, prends. Ah, d'accord. Attends, je te prends aussi, Serge. Excuse-moi, je ne savais pas que je pouvais prendre deux personnes. Non, je peux pas. D'accord, moi, je n'ai pas l'habitude de prendre les gens en live, donc je ne savais pas. Donc, Serge, j'ai pris, hein, j'espère que ça va prendre. Donc, je disais que cette fondation Lions Indomptables, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle regroupe la nouvelle, c'est comme une cotisation, comme je disais, à la caisse. Des joueurs actifs, on demande un montant, ceux qui sont actifs, ceux qui veulent bien, ceux qui sont à l'équipe nationale, les anciens, ceux qui sont à l'équipe nationale comme des Lions, pas obligatoire, mais on les amène plus ou moins à comprendre que bien fondé. Ceux qui ont envie, qui ne sont pas forcément équipe nationale, mais qui jouent en Europe, qui veulent faire cotiser, ils peuvent cotiser. C'est pour que toutes les générations se douent. La fondation Lions Indomptables, c'est particulier, c'est qu'elle va être à vie. Si Bernard, tu as besoin demain, on l'accompagne. Si tu as besoin, on l'accompagne. Et normalement, je te dis une chose, dans certains pays, et moi, j'ai discuté avec un ami à moi qui est au Nigeria, qu'on appelle Gaba Lawal, qui est un très bon ami à moi. Gaba Lawal me dit une chose, c'est que le fonds, le syndicat là-bas, le fonds que la FIPRO, que nous, pas de bien de Génie Handicap, avec le Sénafoc, ils reçoivent un montant que la FIPRO verse chaque année au syndicat. Avec ça, au Nigeria, ils investissent dans ces footballeurs, ils forment dans ces footballeurs, ils réalisent les projets dans ces footballeurs. Au Cameroun, on peut aussi le faire. Bon, M. Jérémy, je ne sais pas comment il gère, mais celui qui gère, il accompagne les clubs, il fait ça. Mais je pense qu'en dans ces footballeurs, il y a aussi une possibilité de faire ça. Mais la fondation des anciens, la fondation de Indomptables, et je t'ai paraphrasé comme ça, juste vite fait pour te dire que ce projet est déjà presque réalisable. Mais c'est que l'histoire avec le ministère, ça a retardé ça. Et j'espère vraiment que peut-être à la fin du mandat, je vais relancer encore le président dessus. Et à la fin du mandat, on remet ça sur pied. Ou bien, s'il repart pour le deuxième mandat, j'espère bien, on va vraiment finaliser ce projet. Parce que ce projet, je peux te dire, il va vraiment avoir des fonds conséquents. Parce que chaque match que l'ancien Lyon vont jouer,
Imagine que le Cameroun, demain, on est contacté par une équipe, par exemple, prenons un cas, en France, qui veut faire un match contre nous. Ils payent une somme d'argent, ils enseignent. Cet argent, un certain pourcentage est mis de côté à la fondation qui accompagne les projets de ceux qui sont déjà à la retraite. C'est un super projet. J'ai beaucoup aimé ce projet. Mais bon, on n'a pas encore mis ça sur pied. J'espère qu'on va le mettre sur pied.